sous le ciel immense des Alpes suisses, où la neige scintille comme des diamants et où le vent murmure des secrets oubliés, une tragédie s'est jouée en août 2002. Claire Dubois, une jeune femme de 28 ans, pleine de vie mais tourmentée par un trouble intérieur, et Julien Moreau, un architecte ambitieux de 31 ans, à la fois charismatique et possessif, s'étaient lancés dans une ascension romantique, un défi d'amour et d'aventure. Mais une tempête de neige soudaine a transformé leur rêve en cauchemar. Julien est revenu seul, épuisé, le visage marqué par le froid, racontant une histoire déchirante. Claire aurait disparu dans une crevasse, engloutie par la montagne impitoyable. Pourtant, dans ses yeux fuyants, une ombre de doute plane. Et si son récit n'était qu'un voile tissé pour cacher une vérité plus sombre? Les Alpes, gardiennes silencieuses, ont-elles enseveli un crime sous leur manteau de glace? Alors que la lumière du feu vacille dans l'auberge où Julien s'effondre, une question persiste, la nature peut-elle garder un secret pour toujours? Une vie s'est éteinte, mais l'histoire ne fait que commencer. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ce mystère alpin. Dans la pénombre chaleureuse de l'auberge alpine, nichée au cœur des Alpes suisses, l'odeur du bois brûlant emplissait l'air, et les flammes du foyer dansaient doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs de chêne. Ce soir d'août 2002, l'atmosphère paisible fut brutalement brisée par l'irruption d'une silhouette titubante. Julien Moreau, âgé de 31 ans, s'effondra sur le seuil, comme un spectre échappé des griffes de la montagne. Son visage, ravagé par le vent glacial, portait les marques rouges et noires de l'épuisement et du gel. Ses mains, nues et enflées, semblaient figées par le froid mordant, et ses vêtements d'alpinisme, autrefois robustes, pendaient sur lui comme des haillons. Bernard Roux, l'aubergiste, un homme robuste au cœur généreux, se précipita vers lui, saisissant ce corps tremblant avant qu'il ne s'écroule tout à fait. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sentant la froideur pénétrante émaner de Julien, même à travers son épaisse veste. Mais dans les yeux de Julien, il y avait autre chose, un vide, une lueur fugitive qui semblait fuir la lumière du feu. Il tenta de parler, mais seuls des râles secs s'échappèrent de sa gorge. Enfin, entre deux frissons, il murmura un nom, « Claire, elle est partie ». Les clients de l'auberge, figés, observaient cet homme brisé. Bernard et sa femme l'enveloppèrent de couvertures épaisses, lui offrant une tasse de thé fumant qu'il était trop faible pour tenir. Julien, architecte ambitieux et charismatique, était méconnaissable, vieilli par un calvaire dont il portait les stigmates. Il raconta, d'une voix hachée, son histoire. Lui et Claire Dubois, sa compagne de 28 ans, passionnée d'alpinisme, avaient entrepris une ascension romantique. Mais une tempête de neige, surgie comme une bête féroce, avait transformé leur rêve en cauchemar. Claire, disait-il, avait disparu dans une crevasse, engloutie par un gouffre de glace bleue, tandis qu'il luttait pour survivre. Pourtant, un détail troublait Bernard. Julien parlait de la corde qui les reliait, mais son corps ne portait aucune trace de la violence d'une chute partagée, au pas de brûlure, pas de marque de harnais. Comment un homme pouvait-il échapper à une telle épreuve sans une égratignure? À l'aube, le bourdonnement des hélicoptères déchira l'air glacé des Alpes. Une équipe de secours, des hommes aguerris à la rudesse de la montagne, s'élança dans une mission désespérée. Les Alpes, décrites comme un labyrinthe de mort où chaque pas était un pari contre le destin, semblaient conspirer contre eux. La neige fraîche, épaisse de plusieurs mètres, masquait les crevasses, rendant chaque mouvement périlleux. Pendant 8 jours, ils sondèrent le plateau glaciaire indiqué par Julien, leurs bâtons plongeant dans la neige, leur souffle formant des nuages dans l'air mordant. Mais la montagne, implacable, gardait son secret. Aucun signe de Claire, ni un lambeau de tissu, ni un éclat de son équipement. L'opération, coûteuse et dangereuse, fut abandonnée. L'officier en charge, un homme au trait buriné, rédigea le rapport final. Claire Dubois, présumée morte, victime d'un accident tragique. À des centaines de kilomètres, dans un appartement modeste de Lyon, le téléphone sonna. Élise Dubois, la sœur aînée de Claire, décrocha, le cœur lourd d'un pressentiment. La voix à l'autre bout du fil, froide et professionnelle, lui annonça la disparition de sa sœur. Élise resta figée, le combiné pressé contre son oreille,
comme si elle pouvait retenir Claire à travers les mots. Claire, si pleine de vie, avec son sourire éclatant et ses rêves de conquérir les sommets, était partie. Élise revit une image fugace, une photographie envoyée par un couple de randonneurs, Pierre et Marie Lefebvre, montrant Claire et Julien riant ensemble, quelques heures avant la tempête. Ce souvenir, vibrant de joie, contrastait cruellement avec la réalité. Mais un doute s'insinua dans l'esprit d'Élise. Julien avait survécu, seul, sans une marque de la corde qui aurait dû le lier à Claire. Pourquoi? Cette question, comme une écharde, s'enfonça dans son cœur. La perte de Claire n'était pas seulement une tragédie, c'était un mystère. Et quelqu'un, Élise en était certaine, refusait d'accepter cette vérité. Dans un petit appartement de Lyon, baigné d'une lumière pâle et tamisée, Élise Dubois vivait prisonnière de ses souvenirs. Les murs, ornés de photographies fanées de sa sœur Claire, semblaient murmurer son absence. Sur une table encombrée, des cartes des Alpes s'étalaient, leurs contours usés par des nuits d'études incessantes. À côté, un rapport de police, ses pages cornées et jaunies, portait les mots de Julien Moreau, l'homme qui avait partagé les derniers instants de Claire. Chaque soir, Élise relisait ce document, comme un fidèle lisant un livre saint, mais un livre rempli d'erreurs. Claire n'est pas seulement perdue, se répétait-elle, elle a été trahie. À 35 ans, Élise, une femme d'une intelligence vive, était devenue l'ombre d'elle-même, consumée par une quête que sa famille ne comprenait pas. Ses parents, brisés par la perte de Claire, l'avaient suppliée d'accepter la vérité officielle, un accident tragique, une crevasse fatale dans les Alpes en août 2002. Mais pour Élise, cette vérité sonnait faux, comme une note discordante dans une mélodie funèbre. Chaque mot du témoignage de Julien, soigneusement retranscrit par les gendarmes, semblait cacher une fissure. Il avait décrit la tempête, la chute soudaine de Claire dans une crevasse, la corde qui les liait et qui, selon lui, s'était rompue dans la tourmente. Mais un détail obsédait Élise, Julien, revenu à l'auberge alpine à 300 km des lieux du drame, ne portait aucune marque de la violence d'une telle chute. Une corde d'alpinisme, conçue pour supporter le poids d'un grimpeur, aurait dû laisser des traces des brûlures sur la peau, des bleus autour du harnais, peut-être même une épaule déboîtée. Pourtant, le rapport médical ne mentionnait que des engelures et une déshydratation sévère. Comment un homme pouvait-il survivre à la perte de sa partenaire, attaché à lui par une corde, sans une égratignure liée à cet effort désespéré? Cette question, comme une écharde, s'enfonçait dans l'esprit d'Élise, refusant de la laisser en paix. Poussée par une détermination presque obsessionnelle, Élise contacta un vieil ami de Claire, un guide alpin expérimenté. Elle lui exposa l'histoire sans nommer Julien, posant la question comme une énigme, est-il possible de survivre à une chute pareille sans blessure? La réponse fut catégorique, impossible. Une chute dans une crevasse, avec une corde reliant deux grimpeurs, entraîne une lutte brutale. L'autre est tiré violemment, il se bat pour s'ancrer dans la glace avec son piolet, ses crampons. S'il échappe à la mort, son corps emporte les marques. Ces mots confirmèrent le doute d'Élise. Julien avait menti. Mais pourquoi? Était-ce la peur, le choc, ou quelque chose de plus sombre? Elle écrivit aux gendarmes, détaillant ses soupçons avec une précision méthodique, mais leur réponse, polie et compatissante, la rejetait doucement. Les souvenirs sont flous dans le chaos d'une tempête, lui expliquèrent-ils. La montagne déforme la mémoire. Pour sa famille, Élise devenait une ombre, une femme incapable de lâcher prise. Ses parents, accablés par le deuil, voyaient en Julien un autre survivant, un homme qui avait aimé Claire et failli mourir avec elle. Ils la suppliaient de laisser Claire reposer en paix, de cesser cette quête qu'ils jugeaient morbide. Mais Élise ne pouvait pas. Chaque nuit, dans la solitude de son appartement, elle traçait des lignes sur les cartes, relisait les rapports météorologiques, cherchait une faille dans le récit de Julien. Elle ne cherchait pas seulement le corps de sa sœur, mais une vérité que la montagne avait engloutie. Cette quête la rendait étrangère à ce qu'elle aimait, mais elle était sa façon de rester fidèle à Claire. Si je m'arrête, murmurait-elle à l'obscurité, je la perds une seconde fois. Les années passèrent, et le dossier de Claire fut relégué dans les archives poussiéreuses d'un poste de gendarmerie.
Mais Élise, seule avec ses doutes, continuait son combat silencieux. Elle ignorait que, loin dans les Alpes, la glace elle-même s'apprêtait à parler. Dans ce silence glacial, un secret attendait, prêt à surgir des profondeurs. Et Élise, sans le savoir, était plus proche de la vérité qu'elle ne l'avait jamais été. En automne 2022, les Alpes suisses, d'ordinaire enveloppées d'un manteau de neige éternelle, semblaient respirer sous une chaleur anormale. Le soleil, implacable, faisait fondre des siècles de glace, et les rivières d'eau de fonte serpentaient à travers les vallées, comme des veines ouvertes dans le cœur de la montagne. Cette année-là, le changement climatique, un spectre invisible, avait transformé le paysage alpin en une scène de chaos. Un grondement sourd, comme le rugissement d'une bête réveillée, déchira le silence. Une avalanche massive, non pas de neige mais de glace et de roches, s'effondra sur un versant reculé, à des kilomètres du plateau où Claire Dubois avait disparu 20 ans plus tôt, en 2002. Les cartes des Alpes, dessinées avec soin, furent redessinées par cette catastrophe, révélant des secrets que la montagne avait jalousement gardés. Dans cet univers de bleu et de blanc fracturé, un homme avançait seul, ses skis glissant sur un terrain vierge, encore marqué par la violence de l'effondrement. Antoine Lemaire, un skieur alpiniste de 40 ans, cherchait la solitude dans ces contrées sauvages. Les Alpes étaient pour lui un refuge, un lieu où le monde semblait suspendu, loin des bruits de la vie quotidienne. Ce jour-là, alors qu'il naviguait à travers un champ de débris glacés, son regard fut attiré par une tache de couleur incongrue, un éclat de tissu rose et violet, émergeant d'une plaque de glace fondante. Intrigué, il s'approcha, ses skis crissant sur la surface instable. En dégageant la neige molle, il découvrit un lambeau de veste, attaché à quelque chose de plus sinistre, un os humain, pâle et lisse, partiellement exposé. Son cœur s'accéléra. À quelques mètres, à demi immergé dans une flaque d'eau de fonte, reposait un crâne, blanchi par le temps mais intact, ses orbites vides semblant fixer le ciel. Plus loin, des fragments d'os aux côtes, vertèbres émergeaient de la glace, comme si la montagne rendait enfin son dû. Antoine, le souffle coupé, comprit qu'il se tenait devant une tombe oubliée. La découverte le frappa comme un coup de froid. Il recula, ses mains tremblantes saisissant son téléphone pour photographier la scène. Le tissu rose et violet, usé mais distinctif, lui semblait étrangement familier. Il captura chaque détail, le crâne, le tissu, une botte d'alpinisme en cuir, ornée d'un crampon jaune, abandonnée à côté. Antoine, habitué aux rigueurs des Alpes, savait que ce n'était pas un simple débris. C'était une histoire, une tragédie figée dans la glace pendant des décennies. Il sentit un poids sur ses épaules, comme si les Alpes elles-mêmes lui murmuraient un secret qu'il n'était pas prêt à entendre. Pourtant, il n'hésita pas. Avec une précision méthodique, il nota les coordonnées GPS et envoya un message aux autorités. Sa journée de solitude s'était transformée en une rencontre avec un passé enfoui. Les gendarmes, alertés par l'appel d'Antoine, dépêchèrent une équipe spécialisée. L'hélicoptère survola les 300 km séparant le village le plus proche du site, atterrissant dans un chaos de glace et de roches. Les enquêteurs, habitués au secret des Alpes, travaillèrent avec une précision presque archéologique, photographiant chaque fragment avant de le toucher. Le tissu rose et violet fut immédiatement reconnu. Pierre et Marie Lefebvre, un couple de randonneurs ayant croisé Claire et Julien en 2002, avaient envoyé une photo à la police à l'époque où une image de Claire, souriante, portant cette même veste éclatante. Les gendarmes, en consultant leurs archives poussiéreuses, confirmèrent l'identité, c'était Claire Dubois, disparue depuis 20 ans, rendue par la fonte des glaces. Antoine, revenu sur les lieux pour guider l'équipe, ne pouvait chasser l'image du crâne de son esprit. Il se sentait comme un témoin involontaire, lié à une tragédie qu'il n'avait pas vécue. Les Alpes, qu'il avait toujours considérées comme un refuge, lui semblaient désormais menaçantes, comme si elles avaient choisi de parler à travers lui. Ce que personne ne savait encore, c'était que ce corps ne racontait pas seulement une mort. Il portait les marques d'un crime, un secret que la glace avait gardé pendant 2 décennies, attendant le moment de le révéler. Dans une salle d'examen médico-légal, baignée d'une lumière blanche et stérile, le silence n'était rompu que par le cliquetis des instruments métalliques.
À l'automne 2022, les fragments d'os de Claire Dubois, retrouvés dans les débris d'une avalanche alpine, reposaient sur une table d'acier inoxydable. Chaque morceau, soigneusement disposé, semblait murmurer une vérité longtemps enfouie sous la glace des Alpes suisses. La docteure Sophie Martin, une femme d'une rigueur implacable, scrutait ces vestiges avec une précision quasi religieuse. À 50 ans, cette médecin légiste avait vu bien des horreurs infligées par la montagne, mais ce qu'elle découvrait aujourd'hui dépassait l'entendement. Le crâne de Claire, bien que blanchi par 20 années de captivité dans la glace, portait des marques qui n'avaient rien d'un accident. Sophie, les sourcils froncés, passa une loupe sur les os, son souffle retenu. Les perforations nettes, presque circulaires, et les zones écrasées sur le sommet du crâne ne correspondaient pas aux fractures chaotiques d'une chute. C'était l'œuvre d'une violence ciblée, méthodique, comme si quelqu'un avait frappé avec une intention meurtrière. Sophie releva les yeux, son regard tombant sur un objet posé à l'écart, un crampon d'alpinisme, retrouvé près des restes de Claire. Ses pointes d'acier, usées mais encore acérées, luisaient sous la lumière crue. Elle prit une règle graduée, mesura les perforations du crâne, puis les compara aux pointes du crampon. Les dimensions correspondaient parfaitement. Un frisson la traversa. Ce n'était pas un simple outil de grimpeur, c'était une arme. Les blessures, expliqua-t-elle plus tard à l'équipe d'enquête, montraient une force brutale, répétée, comme si le crampon avait été enfoncé et écrasé contre le crâne avec une rage contenue. Claire Dubois, la jeune femme de 28 ans disparue en 2002, n'avait pas été victime d'une crevasse. Elle avait été assassinée, et la montagne, dans sa lente agonie sous le changement climatique, avait rendu son verdict. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. L'équipe d'enquête, dirigée par un gendarme expérimenté, examina un autre indice troublant, la botte attachée au crampon. C'était une botte d'homme, taille 45, correspondant à celle que portait Julien Moreau, le compagnon de Claire, lors de leur ascension fatale. Cette botte, abandonnée à 300 km du lieu où Julien avait prétendu que l'accident s'était produit, semblait crier une vérité que personne n'avait osé envisager. Sophie, en rangeant ses instruments, sentit une question la hanter, comment un homme, qui avait aimé Claire, qui l'avait accompagné dans les hauteurs des Alpes, avait-il pu commettre un acte aussi monstrueux? Était-ce un accès de fureur, une trahison née d'une dispute, ou quelque chose de plus froid, de plus calculé? Cette interrogation, qu'elle partagea avec les enquêteurs, résonna comme un défi. Qu'est-ce qui transforme un homme ordinaire en assassin? Les gendarmes, en fouillant les archives, retrouvèrent une photographie envoyée en 2002 par Pierre et Marie Lefebvre, un couple de randonneurs. L'image montrait Claire, radieuse dans sa veste rose et violette, et Julien, un sourire confiant, une hache de glace à la main. Mais ce qui attira l'attention était la botte de Julien, identique à celle trouvée près du corps de Claire. Ce n'était pas un hasard. Les Alpes, en fondant, n'avaient pas seulement révélé un corps, elles avaient exhumé une scène de crime, figée dans le temps. Chaque fragment d'os, chaque éclat de tissu, semblait pointer du doigt un seul homme, Julien Moreau. Sophie, en refermant son rapport, sentit un poids sur ses épaules. Elle avait passé des années à décrypter les récits des corps, mais celui-ci était différent. Il ne parlait pas seulement de mort, mais de trahison. Les gendarmes, armés de ces nouvelles preuves, savaient que l'enquête prenait un tournant décisif. Ce qui avait été classé comme un accident tragique était désormais un meurtre, et le suspect, qui vivait à des centaines de kilomètres, à Hambourg, croyait peut-être avoir échappé à son passé. Mais la vérité, comme l'eau de fonte qui s'écoulait des glaciers, trouvait toujours un chemin. Et ce chemin menait directement à Julien Moreau. À Hambourg, loin des cimes enneigées des Alpes suisses, Julien Moreau vivait dans une maison de verre, un chef-d'œuvre d'architecture moderne dont les parois transparentes semblaient paradoxalement l'emprisonner. En cet automne 2022, à 51 ans, il était devenu un architecte respecté, un homme dont le charisme masquait une ombre persistante. Mais dans cette maison, où chaque reflet semblait scruter son âme, Julien ne pouvait échapper au passé. 20 ans plus tôt, en 2002, il avait raconté une histoire de tempête et de crevasse, affirmant que Claire Dubois,
sa compagne, avait été engloutie par les Alpes. Pourtant, la découverte récente des restes de Claire, exhumés par une avalanche déclenchée par le réchauffement climatique à 300 km du lieu qu'il avait indiqué, avait rouvert une plaie que Julien croyait scellée. L'épreuve, implacable, pointait vers lui, un crampon d'homme, taille 45, retrouvé près du corps de Claire, portait les marques d'une violence brutale, et son crâne fracturé racontait une histoire de meurtre, non d'accident. Vincent Leroux, un gendarme aguerri aux traits marqués par des années d'enquête, dirigeait cette nouvelle investigation avec une détermination froide. À 45 ans, il avait l'intuition des détails qui dérangent, ceux que les autres négligent. Dans un entrepôt poussiéreux de la banlieue de Hambourg, où Julien conservait des reliques de sa vie passée, Vincent et son équipe découvrirent un sac de matériel d'alpinisme oublié. Parmi les cordes usées et les piolets rouillés, un objet attira son attention, un crampon, identique à celui retrouvé près de Claire, avec des pointes d'acier marquées par des impacts violents. Sous un microscope, les experts confirmèrent l'impensable, des micro-fissures et des éclats métalliques correspondaient aux blessures sur le crâne de Claire. Ce n'était pas un outil d'escalade usé par la montagne, c'était une arme, un témoin muet d'un crime commis 2 décennies plus tôt. Dans une salle d'interrogatoire austère, sous la lumière crue des néons, Vincent fit face à Julien. Ce dernier, vêtu d'un costume impeccablement taillé, affichait une assurance fragile, ses mains croisées sur la table d'acier. Vincent, sans un mot, posa une photographie devant lui, le crâne de Claire, percé de trous précis, écrasé par des coups répétés. « Ce n'est pas une chute, Julien, dit-il, sa voix calme mais tranchante. » Julien fixa l'image, son regard vacillant, une lueur de panique traversant ses yeux. Puis, Vincent fit glisser un sac plastique transparent, à l'intérieur, le crampon retrouvé dans l'entrepôt. « Et ceci, c'est à vous, n'est-ce pas ?» Julien, immobile, sembla rétrécir sur sa chaise, sa façade de contrôle se fissurant comme la glace des Alpes. Un souvenir flou, presque spectral, revint hanter l'enquête. Des amis de Claire, interrogés à nouveau, se rappelèrent des tensions dans leur couple. Quelques semaines avant l'ascension fatale, Claire, étouffée par la possessivité de Julien, avait envisagé une rupture. Sur ce plateau glaciaire, à 3000 mètres d'altitude, loin des regards, elle avait peut-être trouvé le courage de lui dire qu'elle voulait partir. Était-ce là, dans la solitude blanche des Alpes, que la rage de Julien avait explosé? Avait-il levé son crampon, non pour s'ancrer dans la glace, mais pour frapper, encore et encore, jusqu'à ce que Claire s'effondre? Ce scénario, bien que flou, prenait forme dans l'esprit de Vincent, alimenté par les preuves matérielles et les silences de Julien. Pourtant, Julien ne céda pas. « Je veux mon avocat », murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme si les mots eux-mêmes étaient un aveu. Vincent savait que la vérité, bien que proche, restait hors de portée. L'épreuve, aussi accablante soit-elle, était circonstancielle. Julien avait passé 20 ans à construire un mensonge, à vivre avec le poids d'un crime qu'il croyait enterré sous des mètres de glace. Mais la vérité, comme l'eau s'écoulant des glaciers, trouvait toujours un chemin. Alors que Vincent quittait la salle, il sentit que l'étau se resserrait. Julien, acculé, préparait déjà une ultime évasion, un dernier acte pour défier la justice. La chasse n'était pas terminée. Dans la lumière grise d'un matin d'automne 2022, la maison de verre de Julien Moreau à Hambourg se dressait comme une coquille vide. Les rideaux, tirés avec soin, bloquaient le regard indiscret du monde extérieur. À l'intérieur, aucun signe de vie, pas un vêtement dans les armoires, pas une miette dans la cuisine, pas une trace des années passées par Julien et sa compagne, Camille. Cette maison, autrefois symbole de succès pour un architecte de 51 ans, était devenue le théâtre d'une disparition orchestrée. Les murs transparents, qui semblaient jadis refléter une vie sans ombre, portaient désormais l'écho d'un secret enfoui depuis 20 ans. Julien, l'homme qui avait survécu à la tragédie des Alpes en 2002, celui qui avait raconté la perte de Claire Dubois dans une crevasse à 300 km de Hambourg, avait fui. Cette maison abandonnée n'était pas seulement un lieu déserté, c'était la preuve tangible d'une évasion, un ultime acte de tromperie pour échapper à une vérité que la glace avait révélée. Vincent Leroux,
le gendarme chargé de l'enquête, avait senti l'étau se resserrer autour de Julien. Les preuves, le crampon retrouvé près du corps de Claire, les micro-fissures correspondant aux blessures de son crâne avaient transformé un accident en meurtre. Mais lorsque Vincent et son équipe forcèrent la porte de la maison, ils ne trouvèrent que le silence. Les meubles avaient disparu, les tapis laissaient à peine deviner leurs empreintes, et l'air portait une odeur de vide. Ce n'était pas une simple absence, c'était un effacement méthodique. Quelques heures plus tôt, un jeune officier avait repéré des mouvements suspects, des transferts bancaires massifs, des comptes vidés à travers une chaîne complexe de banques internationales. Puis, une découverte glaçante, la maison avait été vendue discrètement, le contrat finalisé 3 jours auparavant. Julien et Camille, sa compagne, s'étaient volatilisés, emportant avec eux les derniers vestiges de leur vie. Julien, acculé par les preuves, vivait depuis 2 décennies dans une prison invisible. Chaque nuit, le spectre de Claire, de son sourire éclatant dans la photographie prise par Pierre et Marie Lefebvre, devait hanter ses rêves. Il avait construit une vie à Hambourg, une carrière brillante, une relation avec Camille, mais sous cette façade, il portait le poids d'un crime. Camille, une paysagiste douce et ignorante des ténèbres de Julien, avait été entraînée dans sa fuite. Était-elle complice par amour, ou simplement victime de son aveuglement? Vincent, en parcourant les documents financiers, reconstituait leur plan. Ils avaient traversé la frontière dans une voiture de location, utilisant des passeports falsifiés. Depuis un petit aéroport régional, loin des hubs internationaux surveillés, ils s'étaient envolés vers un carrefour asiatique, une métropole labyrinthique où les traces se perdaient dans la foule. À 5000 km des Alpes, Julien cherchait à disparaître, comme il l'avait fait 20 ans plus tôt dans son récit mensonger. Mais la fuite, si minutieusement préparée, trahissait une vérité plus profonde. Julien ne fuyait pas seulement la justice, il fuyait sa propre conscience. Chaque transfert bancaire, chaque rideau tiré, chaque pas vers l'inconnu était un aveu silencieux. Il savait que les preuves, le crampon, le crâne fracturé de Claire formaient une chaîne indestructible. Pourtant, il avait choisi de courir, de prolonger le mensonge qu'il avait soutenu pendant 2 décennies. Vincent, debout dans la maison vide, sentit une colère sourde monter en lui. La justice, si proche, venait de lui glisser entre les doigts. Les alertes aux aéroports, les contrôles aux frontières, tout était arrivé trop tard. Julien, comme un fantôme, s'était dissous dans l'anonymat d'un continent lointain. Ce revers était un coup dur, mais il révélait une vérité universelle: la tromperie peut offrir une évasion temporaire, mais elle n'efface jamais la culpabilité. Quelque part, dans une ville surpeuplée, Julien vivait avec le fardeau de son crime, un fardeau que même les kilomètres ne pouvaient alléger. Et à Lyon, une autre âme refusait de céder. Élise Dubois, la sœur de Claire, portait en elle une flamme inextinguible. Julien avait disparu, mais Élise, elle, ne renoncerait jamais. Dans un cimetière paisible de Lyon, où les tombes alignées semblaient murmurer sous un ciel d'automne 2022, Élise Dubois se tenait devant une stèle neuve, gravée du nom de Claire. Une brise légère faisait frémir les feuilles mortes, portant avec elle une odeur d'humus et de souvenirs. Élise, âgée maintenant de 55 ans, déposa un bouquet de lys blanc sur la tombe de sa sœur, chaque fleur semblant porter une excuse muette pour une justice qu'elle n'avait pas pu offrir. 20 ans plus tôt, en 2002, Claire, sa cadette de 7 ans, avait disparu dans les Alpes suisses, emportée, selon Julien Moreau, par une crevasse lors d'une tempête. Mais la vérité, révélée par la fonte des glaces à 300 km du lieu indiqué par Julien, était bien plus sombre. Claire avait été assassinée, son crâne fracassé par un crampon, un outil qui aurait dû la protéger. Julien, le principal suspect, avait fui, laissant derrière lui une maison vide à Hambourg et un vide plus grand encore dans le cœur d'Élise. Élise serra dans ses mains une photographie jaunie, celle que Pierre et Marie Lefebvre avaient prise de Claire et Julien, riant sous le soleil alpin quelques heures avant la tragédie. Le sourire de Claire, si vibrant, semblait maintenant la narguer, comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Élise avait passé 2 décennies à chercher la vérité, relisant les rapports de police, traçant des lignes sur des cartes des Alpes, interrogeant des experts pour comprendre pourquoi Julien, attaché à Claire par une corde d'alpinisme,
n'avait aucune marque de lutte. Ses doutes, jadis rejetés par sa famille comme une obsession morbide, avaient été validés par la découverte du corps de Claire et des preuves d'un meurtre. Mais la victoire était amère. Julien, avec sa compagne Camille, avait disparu, utilisant des passeports falsifiés pour s'évanouir dans une métropole asiatique à 5000 km de là. La justice, si proche après 20 ans, s'était envolée comme la neige au vent. Dans la solitude du cimetière, Élise sentait son cœur se déchirer entre deux forces. Une part d'elle voulait lâcher prise, accepter que la vérité avait été révélée et que Claire, enfin retrouvée, reposait désormais en paix. Elle imaginait poser ce fardeau, guérir, retrouver une vie où les nuits ne seraient plus hantées par des questions sans réponse. Mais une autre part, plus tenace, refusait de céder. Abandonner, c'était trahir Claire, c'était laisser Julien vivre libre, quelque part sous un ciel étranger, avec le sang de sa sœur sur les mains. Élise, en caressant la pierre froide de la tombe, murmura « Je ne t'oublierai pas », chaque mot était un serment, un fil ténu la reliant à Claire, à cette jeune femme passionnée qui rêvait de conquérir les sommets. Cette quête, bien que solitaire, était devenue l'encre d'Élise, son moyen de donner un sens à une perte insensée. Les lys, doucement agités par la brise, semblaient répondre à son chuchotement. Le cimetière, avec ses rangées silencieuses, était un lieu de repos, mais pour Élise, il était aussi un champ de bataille. Elle avait lutté contre le silence de sa famille, contre l'indifférence des gendarmes, contre le temps lui-même. La découverte du corps de Claire, arraché à la glace par le réchauffement climatique, avait été une lueur d'espoir, une preuve que la vérité pouvait triompher. Mais la fuite de Julien avait éteint cette lueur, laissant Élise face à une réalité cruelle, la justice n'était pas toujours au rendez-vous. Pourtant, dans son cœur, une flamme persistait, alimentée par l'amour pour sa sœur et la conviction que la vérité, même sans verdict, était une victoire. En quittant le cimetière, Élise leva les yeux vers le ciel, où des nuages gris s'amoncelaient, rappelant les tempêtes des Alpes. Elle savait que la montagne, bien que muette, n'avait pas fini de parler. La vérité, comme un glacier, avançait lentement, mais elle avançait toujours. Et pour Élise, l'histoire de Claire, loin d'être terminée, portait encore l'espoir d'un jour où la justice, même tardive, pourrait frapper à la porte de Julien. Sous le ciel clair de l'automne 2022, les Alpes suisses se dressaient, majestueuses, leur sommet scintillant sous les rayons d'un soleil timide. La glace, fondant doucement à 3000 mètres d'altitude, semblait murmurer une vérité que la montagne avait gardée pendant 20 ans. Claire Dubois, assassinée en 2002, avait été rendue au monde par une avalanche déclenchée par le réchauffement climatique, révélant un crime que Julien Moreau croyait enseveli à jamais. Les preuves, un crampon taché de violence, un crâne fracturé avaient pointé vers lui, mais Julien, acculé, s'était envolé avec sa compagne Camille, disparaissant dans une métropole asiatique à 5000 km de là. La justice, si proche, s'était évanouie, laissant Élise Dubois, la sœur de Claire, face à une tombe neuve à Lyon, où chaque lys déposé était un serment de mémoire. Julien vivait désormais dans l'ombre de sa culpabilité, un fugitif hanté par un crime qu'il ne pouvait effacer. Élise, elle, trouvait une paix fragile, connaître la vérité, même sans verdict, était une victoire amère. Les Alpes, témoins silencieux, rappelaient que la nature ne pardonne ni n'oublie. Mais la justice, elle, demande plus qu'un glacier fondant, elle exige un courage que seule Élise portait encore. Et vous, si vous étiez Élise, continueriez-vous à chercher la justice, ou laisseriez-vous le passé reposer? La vérité triomphe toujours, mais à quel prix? Les Alpes murmurent encore, attendant une réponse. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions sur la justice et la vérité dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne pas manquer nos récits de crimes réels, où chaque mystère révèle une vérité humaine. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.